Tout de suite, deux invités dans le Grand Angle. Ils vont nous raconter l'histoire passionnante de la Comédie Française, le plus ancien théâtre d'Europe créé en 1680. Et Agathe Sanjuan et Martial Poisson sont avec nous. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, vous êtes, Agathe Sanjuan, la conservatrice archiviste de la Comédie Française. Et puis, Martial Poisson, vous êtes professeur d'études théâtrales et d'histoire culturelle à Paris 8 Saint-Denis. Vous publiez ensemble un très beau livre de 300 pages, Comédie Française, une histoire du théâtre. C'est des éditions du Seuil et de la Comédie Française. On peut dire que c'est le premier livre grand public sur l'histoire de la Comédie Française qui veut répondre. Oui, alors ça fait effectivement un certain nombre d'années qu'on attendait ce livre. Ouais. Un livre qui retrace absolument toute l'histoire depuis la fondation de l'établissement en 1680 et qui couvre de manière à peu près uniforme toutes les périodes. Puisqu'en fait, les historiens du théâtre, évidemment, se sont intéressés à la Comédie Française depuis très longtemps, mais ont privilégié le XVIIIe siècle, le XVIIe siècle et peut-être un peu moins d'autres périodes. Donc c'était le projet, c'était vraiment de couvrir uniformément la chronologie. Alors on rappelle pour tous ceux qui nous regardent aux quatre coins du monde que la Comédie Française donc, est née de la volonté d'un roi de France, de Louis XIV. Il l'a créée en 1680. Quelle était l'intention du roi à ce moment-là ? Alors l'intention du roi, elle est de mettre en œuvre une politique de rayonnement culturel et elle repose sur l'idée selon laquelle le théâtre, à l'époque, est, pour ainsi dire, le principal média. C'est donc un outil de propagande active et le génie de Louis XIV est de considérer que créer un statut avantageux pour les artistes lui permettra de faire l'économie de la censure. On voit le décret, la lettre qui est reproduite dans le livre où il signe en fait la création de la Comédie Française. Dès le départ, la Comédie Française, elle est d'une certaine manière sous le contrôle de l'État. Oui, elle est un fait du prince, mais c'est aussi une société de comédiens. Et c'est toute la richesse de cette institution, c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, que d'être à la fois le produit de la volonté d'un roi, d'avoir des comptes à rendre, notamment à la cour de ses activités, mais en même temps organiser une société sur le modèle de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'autogestion, où les décisions sont prises collectivement, où le partage des bénéfices se fait selon une règle équitable. L'autogestion, parce qu'en fait, ce sont les comédiens qui gèrent leur propre théâtre. Ce sont les comédiens qui, effectivement, prennent la plupart des grandes décisions qui les concernent, en se mettant en accord, évidemment, avec la politique royale. Quand on lit votre livre, on a l'impression que les comédiens, vraiment, ils s'occupent de tout. Hein. Même au début, ils doivent s'occuper de leur propre costume. Exactement. C'était d'ailleurs des charges administratives absolument considérables. Donc c'est pour ça que la structure a évolué au cours du temps et qu'on a, à partir du 19e siècle, du milieu du 19e siècle... Alors là, on voit par exemple une comédienne, je crois que c'est Rachel, qui est une des figures les plus connues Une des figures les plus connues de notre théâtre et qui est aussi à l'initiative justement de la structuration administrative de cet établissement, puisqu'elle a poussé à la nomination d'un administrateur général qui est encore aujourd'hui nommé par le président. On va parler après du rôle de l'administrateur général, mais d'abord pour revenir un petit peu dans le temps, donc au 17e, début 18e, en fait la Comédie Française, par ce décret du roi, je ne sais pas si c'est un décret ou cette lettre de cachet, était en fait le seul théâtre qui était autorisé à monter des pièces à Paris et dans la région. C'est un théâtre qui a une situation de monopole sur les pièces dialoguées en français dans Paris et ses faubourgs. Donc effectivement, ça lui donne une exclusivité, toute relative puisqu'elle est régulièrement contestée, notamment par les théâtres forains qui cherchent à contrevenir à l'interdiction. Mais enfin, en tout cas, elle a une situation dominante, éminente, ce qui la met en première place pour pouvoir négocier avec les meilleurs auteurs de son temps. Alors, il y a un point d'histoire qui est assez drôle quand on parle de la Comédie Française, parce qu'on dit toujours que c'est... Enfin, on appelle aussi la Comédie Française la maison de Molière. Alors, j'ai vu qu'en fait, je ne savais pas que Molière était mort, en fait, 7 ans avant. Il est mort en 1673, donc 7 ans avant la création de la Comédie Française. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la maison de Molière ? Alors ça, c'est un point très intéressant qu'on a un petit peu mis au jour peut-être au cours de l'écriture de ce livre. C'est vraiment au moment de la Troisième République que l'établissement va complètement s'emparer de la figure de Molière, même si, évidemment, le répertoire de Molière avait été joué et c'était la première troupe à jouer le répertoire de Molière. Mais vraiment, il y a on va dire un changement politique à ce moment-là. Une réappropriation, exactement. Et la célébration en 1880 du bicentenaire de l'établissement est une espèce d'apothéose de Molière, comme s'il était véritablement le fondateur de l'institution. Pour quelle raison cette appropriation ?
C'est un peu, j'allais dire, un geste politique d'une certaine manière. C'est totalement un geste politique, comme à peu près d'ailleurs la plupart des gestes qui concernent la Comédie Française. L'institution a besoin de créer un corpus canonique. La République est fragile, elle a été mise en cause pendant plus d'un siècle, depuis ses fondements à la fin du siècle précédent, et on a besoin donc d'une sorte de bréviaire républicain. Et le paradoxe est qu'on va puiser parmi les auteurs les mieux en cours de leur temps, à savoir Molière et La Fontaine, cette sagesse des peuples, cette morale populaire, cet esprit français, qui est censé donc être le reflet de l'État-nation. Alors on l'a dit, hein, la Comédie Française, c'est d'abord une troupe de comédiens. Au début, il faut rappeler qu'ils sont nommés par le roi. Alors je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, j'imagine que c'est plus le président de la République. Il fait beaucoup de choses, mais c'est plus lui qui nomme les... Il ratifie l'accès au sociétariat, donc c'est toujours en quelque sorte le cas, même si c'est bien sûr les comédiens on va expliquer, pardon, pour ceux de vous qui nous regardent, qui ne connaissent pas bien la France, et en particulier la Comédie Française, qui est quand même très particulier. Donc les comédiens de la Comédie Française, ils sont pensionnaires ou sociétaires. Expliquez-nous en 2 mots la différence. Alors, quand ils entrent à la Comédie Française, aujourd'hui, ils sont appelés par l'administrateur général qui dirige l'établissement d'un point de vue artistique. Et effectivement, ils sont pensionnaires. Ils le restent pendant quelques années. Ils peuvent être amenés à être nommés sociétaires au bout de quelques temps. Et là, dans ce cas-là, ils sont nommés par le comité d'administration qui est entièrement composé de comédiens. Donc, ils sont jugés par leur pairs et appelés à entrer dans la Société des comédiens français qui existe depuis le départ, depuis 1681. Ça veut dire qu'en étant sociétaires, ils ont une part de la Comédie Française. Ils sont comme des associés, en fait. Oui, en fait, on est sur un modèle qui n'est pas totalement éloigné du modèle de l'actionnariat d'entreprise. En fait, ils ont une part, des parts sociales de l'entreprise et ils ont des responsabilités dans les grandes décisions qui sont prises à hauteur donc de leur ancienneté, de leur niveau de prestige, un certain nombre de paramètres qui sont décidés collectivement. Alors justement, pour la gestion, on a parlé tout à l'heure de l'administrateur général. L'administrateur général, cette fonction n'a pas été créée tout au départ. Elle a été créée plus tard, je crois au 19e siècle. En 1850, tout à fait. Voilà. Quelle est la différence entre le rôle que jouait l'administrateur au départ, en 1850, et celui qu'il joue aujourd'hui ? Alors, c'est dès le départ, en fait, en quelque sorte, une mainmise de l'État sur ce théâtre. C'est un peu le préfet de la Comédie Française. Alors, même si auparavant, déjà depuis la fin du XVIIIe siècle, il y a une tutelle très forte et la nomination de commissaires, en fait, qui sont les interlocuteurs de l'État auprès du théâtre français. Mais avec la nomination de l'administrateur général, c'est vraiment toute la direction artistique qui est confiée à un seul homme. Et les comédiens donc perdent en partie oui, vous dites bien pouvoir. Direction artistique. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas ? Alors c'est même peut-être plus le cas que par le passé, puisque l'administrateur n'était pas forcément issu des professions artistiques, voire au début il ne l'était pas du tout. Et progressivement, la question d'avoir un administrateur qui soit lui-même un grand artiste de talent, c'est donc ça veut dire qu'il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle et il est à la fois l'interlocuteur de l'État auprès des comédiens et l'interlocuteur des comédiens, le défenseur des comédiens, si on peut dire, auprès de l'État. Alors il y a une question aussi qui est intéressante, c'est l'évolution du répertoire. Au début, le répertoire, c'est des tragédies, quelques comédies, Molière notamment. Et comment est-ce que le répertoire de la Comédie Française a évolué ? Alors, au départ, c'est surtout que le théâtre de la Comédie Française ne joue quasiment que des auteurs contemporains. Donc, il y a évidemment le théâtre de Molière, de Corneille, de Racine, qui est vraiment le socle des grands classiques qu'on va jouer de tout temps, mais c'est un théâtre de création, avant tout. Au fil du temps, cet aspect-là va un peu s'étioler, notamment au début du XXe siècle, où on joue moins d'auteurs contemporains. Donc, c'est en ce sens que le répertoire va évoluer. Et à nouveau, on retrouve ce rôle de découverte des nouvelles écritures à la fin du XXe siècle seulement. Oui, et c'est seulement, je crois, au XXe siècle, d'ailleurs, que la Comédie Française a commencé à remettre en scène des auteurs vivants. Enfin, vivants au moment où ils étaient mis en scène. Alors il y a toute une période où, effectivement, on a plus ou moins arrêté de jouer des auteurs vivants, jamais de manière complète, évidemment, mais en fait, au XVIIIe siècle, on ne jouait quasiment que des auteurs vivants. Les nouvelles créations n'étaient que des créations d'auteurs vivants. Martial Poirson, on peut dire d'une certaine manière que la Comédie Française, elle a épousé, elle a reflété l'histoire de France depuis la fin du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. La Comédie Française est absolument, effectivement, le reflet de l'histoire de France. D'abord parce qu'elle est une institution dominante pendant très longtemps, et c'est encore le cas aujourd'hui, même si
On a une diversité des théâtres sans précédent dans l'histoire. Et elle est également une institution d'avant-garde. Et c'est peut-être quelque chose qui est resté, mais dont l'idée s'est un peu perdue, puisque cette fonction de conservation d'un répertoire, d'entretien d'un patrimoine, a laissé penser à certaines époques qu'on était dans un théâtre-musée. Ce n'est pas le cas. On est dans un théâtre d'avant-garde qui va perpétuer, institutionnaliser et pérenniser un certain nombre de gestes artistiques fondateurs. Alors, vous venez de prononcer le mot répertoire. Le répertoire de la Comédie Française, il est gigantesque. Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui, en 2018, le répertoire de la Comédie Française? C'est des centaines de pièces. Alors, c'est 3000 pièces, 3000 pièces. Un peu plus de 3000 pièces. Et évidemment, on en joue très peu sur ces 3000, puisque la plupart d'entre elles ont été jouées à un moment donné, ont cessé de l'être. Ouais. Même parfois, parmi les très grands succès, on cite toujours l'exemple de Voltaire, plus grand auteur de théâtre au XVIIIe siècle, qu'on n'a pas joué depuis les années 50. Et c'est combien de comédiens aujourd'hui à la Comédie Française? 60 comédiens, donc 40 sociétaires et une vingtaine de pensionnaires. Alors il y a beaucoup de choses dans votre livre, hein. Vous parlez de la Révolution, c'est passionnant. À ce moment-là, en 1790, je pense, le théâtre, la Comédie Française se coupe en deux. Il y a le théâtre de la Nation, le théâtre de la République. Donc vraiment là, on épouse l'histoire de France. Il y a aussi, sous l'occupation, j'ai été étonné, sous l'occupation pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Comédie Française continue à jouer. Oui, elle produit même certains de ses plus grands succès, notamment une pièce de Claudel, Le Soulier de satin, qui est restée une référence absolue. Alors la Comédie Française, dans la Deuxième Guerre mondiale, joue un rôle ambigu, c'est-à-dire qu'elle va d'une certaine mesure protéger et amortir l'effet des lois, notamment raciales, du régime nazi, tout en assurant la continuité de la création. Donc elle est dans une sorte de position de compromis qui lui permet donc à la fois de pérenniser une production devant parfois des parterres d'officiers allemands, c'est vrai, mais en même temps d'échapper aux grandes purges qu'ont connues d'autres institutions à la même époque. Alors on n'a pas le temps de parler de tout, parce qu'il y a aussi les salles. J'ai appris que la Comédie Française avait changé de salle, la salle Richelieu dans laquelle elle est, enfin la grande salle, il y en a d'autres, mais ça date de 1799, je pense. Exactement. Voilà. Et puis, dernière question, vous y avez fait allusion tout à l'heure, on peut dire que la Comédie Française reste quelque part aujourd'hui donne une image du goût français, c'est ce qu'on pourrait dire ça, parfois un peu élitiste, ou ça a changé? En tout cas, elle donne une certaine idée de l'excellence artistique, qui n'est pas forcément synonyme d'ailleurs d'élitisme, loin de là. Elle a une politique de démocratisation des publics, elle a une politique de recherche de publics en difficulté, et elle est surtout, dans l'imaginaire des Français, y compris d'ailleurs ceux qui ne la fréquentent pas, un point de référence. Antoine Vitesse parlait de musée imaginaire des Français à propos de la Comédie Française, c'est-à-dire qu'elle est une sorte de référence absolue, qu'on se pose par rapport à elle ou qu'on s'y oppose d'ailleurs, qui est loin de pouvoir se résumer au théâtre de l'entre-soi auquel parfois certains esprits chagrins essayent de la réduire. Ce qui est dit. Merci Martial Poirson et Agathe Sanjuin. Je rappelle le titre de votre livre Comédie Française, une histoire du théâtre. Un très beau livre en ces périodes de fête. Voilà. Merci en tout cas d'être venu en parler dans le 64.